Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'innovation au sein d'une banque, retour d'expérience d'une CIO inspirante. Claire Kelmejane, directrice de l'innovation de Société Générale à Paris. Quand tu sais faire de la transfo et que tu sais innover dans le super gros, déjà c'est des challenges fantastiques, c'est des challenges humains. Pour moi, c'était vraiment ça qui était intéressant. La diversité des métiers, donc d'apprendre et de continuer à apprendre dans le métier des services financiers. Et puis d'avoir un impact quotidien pour nos clients, d'amener une lisibilité sur ces feuilles de route technologiques et de bien mesurer l'appropriation. Et puis l'innovation, c'est une des 4 valeurs du groupe Société Générale. Et pour moi, ça, c'était un vrai facteur différenciant. Une demi-heure passée avec une femme motivée et motivante qui nous explique la manière dont le groupe Société Générale s'y prend pour innover. Pour un groupe aussi complexe que SocGen, nous avons dû faire des choix. Le focus dans cet épisode est sur la direction de l'innovation et son rôle moteur dans SG Ventures. Vous découvrirez quel a été le chemin parcouru depuis l'acquisition de Fiduceo et comment les 150 millions d'euros ont été investis. Claire nous décrit la manière dont le groupe s'y prend pour intégrer ses acquisitions, en particulier en Mobility as a Service, FinTech et InsurTech. Il est également question d'intrapreneuriat, des collaborations au sein du groupe et de la manière dont ce dernier travaille concrètement avec les startups. Au travers d'exemples concrets, nous comprenons l'utilité d'une direction d'innovation et apprécions les efforts fournis par ses équipes pour assurer la continuité stratégique des intégrations. Claire ouvre véritablement le capot et nous explique comment elle et ses équipes créent des passerelles pour tirer parti de ces acquisitions et accompagner les phases de transition de ces startups. Nous faisons un focus particulier sur Trésor, Rizocar et Shine. Pour finir, Claire nous livre la feuille de route en matière d'innovation du groupe Société Générale et notamment les investissements responsables. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Claire. Bonjour Solène. Alors merci beaucoup pour ton temps. Pour les auditeurs, on est en train d'enregistrer tard le soir. Ça fait 4 mois qu'on s'est dit avec Claire qu'on allait se parler. Donc on réussit enfin à trouver le temps, mais c'est juste tard le soir. Donc merci beaucoup. Alors c'était très important pour moi que Société Générale passe sur FinScale, puisque c'est quand même un groupe, une des grosses banques systémiques européennes. Vous avez, je crois, 150 000 employés, plus ou moins. J'étais très intéressée d'en savoir davantage, de savoir un petit peu, regarder sous le capot avec toi pour essayer de comprendre comment un groupe comme celui-là arrive à innover. Est-ce que, avant qu'on rentre dans la matière, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux auditeurs? Alors, un point qui est important pour moi, c'est d'essayer de comprendre ce qui t'a motivé à rejoindre le groupe, sachant que tu étais, je crois, de mémoire chez Lloyds en Angleterre, et finalement pour rejoindre un groupe qui n'avait pas encore de CIO, et savoir pourquoi cette fonction avait été créée. Bien sûr, donc Claire Kelmejane, je suis la responsable, la directrice de l'innovation du groupe Société Générale. Pour te donner une idée, je vais répondre à la fois à plusieurs de tes questions, mais aujourd'hui, Société Générale, c'est 138 000 employés dans 62 pays qui supportent au quotidien 30 millions de clients dans le retail, dans des géographies très différentes, puisqu'on a 3 banques en France de détail, mais on est également présent en République tchèque, en Roumanie, en Russie et en Afrique. Donc, finalement, des besoins et des demandes très différentes. Société Générale, c'est 15 lignes de métiers différentes. Donc, c'est une grande variété d'expositions sur les services financiers. C'est une banque universelle. Et quelque part, pour moi, c'était une expérience fantastique de les rejoindre. Après 7 ans chez Lloyds Banking Group, puisque finalement, il y avait plus d'expositions au métier. C'est quelque part... on m'avait posé cette question il y a 2-3 ans à Big, et c'est le passage du très gros au super gros. Et en fait, quelque part, quand tu sais faire de la transfo et que tu sais innover dans le super gros, c'est des challenges fantastiques, c'est des challenges humains. Mm-hmm. Pour moi, c'était vraiment ça qui était intéressant. Le super gros, la diversité des métiers, donc d'apprendre et de continuer à apprendre dans le métier des services financiers. Et puis d'avoir un impact quotidien pour nos clients, d'amener quelque part une lisibilité sur ces feuilles de route technologiques et de bien mesurer l'appropriation. Et puis l'innovation, c'est une des 4 valeurs du groupe Société Générale. Et pour moi, ça, c'était un vrai facteur différenciant, parce qu'on est quand même sur un secteur qui est à la croisée de vents contraires.
certains de ces vents contraires. Il y a évidemment le poids du réglementaire et des taux d'intérêt assez bas en Europe, mais les deux autres, pour moi, c'est ma passion. C'est tous les changements liés à l'expérience client et évidemment tous les nouveaux entrants. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et d'être dans un environnement qui te permet de le faire au quotidien, c'est super. Et tu avais fait de la transfo, en fait. Enfin, je veux dire, avant de rejoindre le groupe SocGen, tu avais fait principalement quoi? Des projets de project management, de transformation au sein des établissements financiers? Je suis ingénieur informaticien de formation. Et après, j'ai évolué dans les métiers du conseil où j'ai justement travaillé plutôt côté métier assez rapidement sur l'évolution des business models et comment les technologies impactaient ces business models. J'ai fait ça dans le conseil pendant 7 ans. Après, je suis partie au MIT faire de la recherche sur la transfo digitale. C'était un mot qui n'existait pas à l'époque. D'ailleurs, maintenant, c'est un mot très valise. On pourra en reparler. Et puis, je suis rentrée chez Lloyds en 2011. Fin 2011-2012, assez naturellement, j'ai occupé différents postes, que ce soit au sein de l'innovation, au sein des équipes digitales, des équipes d'ingénierie. Et quelque part, c'est un peu ça la beauté de ces métiers. Moi, souvent, on me dit comment cette journée sur le digital. La vérité, c'est que je dis, mais vous êtes tous des digital leaders, vous ne le savez juste pas encore. Super, écoute, merci d'avoir précisé ça. Donc, quand tu as rejoint, finalement, comme tu étais le premier CIO du groupe, et je crois savoir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de Chief Innovation Officer dans les établissements financiers, est-ce que ta feuille de route était claire ou est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ça ressemblait cette feuille de route et puis finalement nous dire ce que c'est qu'être un CIO dans une banque? Est-ce que la feuille de route était claire? Je pense que l'ambition était claire. Moi, je me suis appuyée. Il y avait déjà un gros travail qui avait été fait par les équipes IT pour mener l'évangélisation de cette transformation digitale et déjà plusieurs mouvements d'innovation, de centres d'open innovation qui s'étaient créés dans le groupe. Alors parfois avec une certaine floraison et on en reparlera, mais il y a un besoin aussi de bien fixer des objectifs et d'être clair sur comment justement on apporte de la continuité stratégique. Mais en tout cas, l'ambition, elle était claire et le poste était clair puisque quelque part, il était positionné au sein de la direction générale, rattaché à notre Frédéric Oudéa. Donc, c'était un message, je pense, assez fort. D'ailleurs, tu as assez peu en Europe de directeurs de l'innovation qui sont directement au sein de la direction générale, oui, tout à fait. rattachés avec ce poste. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris le rôle à l'époque. C'était qu'il y avait vraiment des acquis, vraiment une volonté d'aller de l'avant de la part des équipes et des pépites qui étaient en floraison au sein du groupe. Et donc, finalement, c'était assez naturel. Alors finalement, concrètement, ton job maintenant, qu'est-ce que c'est? Si tu pouvais nous décrire un petit peu, même si... non, mais j'imagine que c'est très complexe. Hein. Tu as dit en introduction, tu as dépeint une image vraiment du groupe Société Générale qui donne vraiment une idée de l'importance du groupe et de la complexité. Au quotidien, c'est quoi ton job? Si tu pouvais essayer de nous donner une idée, En fait, de façon très simple, il y a 2 missions principales qui me sont confiées. Il y a une mission qui est le lancement des nouveaux business. Et donc ça, c'est un domaine qu'on opère en propre pour les objets les plus transversaux du type une start-up qu'on a acquis comme Trésor qui fait du banquier de service, qui est forcément de par nature un nouveau métier, quelque chose de très transverse qui a besoin de grandir et de se développer au sein de Société Générale. Et donc là, on a vraiment... il y a vraiment de la supervision en propre. J'étais chez Trésor ce matin. C'est une équipe qui fait 130 personnes, qui continue à croître, des besoins clients. Donc là, il y a vraiment... Trésor fournit des services et des solutions bancaires à 70 clients aujourd'hui. Donc, tu as toutes les facettes, quelque part, d'un modèle bancaire qui peuvent exister. Des choses assez opérationnelles, un rôle assez opérationnel sur certains domaines, et un autre rôle qui est beaucoup plus dans l'accompagnement des différents directeurs du digital, de la data, de l'innovation au sein de nos business units, au sein de nos métiers du groupe Société Générale. Et donc là, c'est plutôt de fixer un cadre, de les accompagner dans le day-to-day. Donc au quotidien, ça va aller de ce qu'on appelle souvent aider à avoir des perspectives différentes, donc mettre des lunettes différentes quelque part, mettre mes lunettes qui sont plus ancrées dans la technologie et travailler avec des dirigeants pour qu'ils aient ce prisme et qu'ils se l'approprient dans leur stratégie métier. Nous, on aime bien les métaphores au sein de la direction de l'innovation. Donc, tu vois, on aime bien dire qu'on est la lune, parce que finalement,
Là, on n'est pas le soleil, tu vois. C'est notre job, c'est d'aider justement nos soleils, nos métiers à se développer. Et donc, mécaniquement, quand ça fonctionne, nous, on en reçoit les rayonnements et la lumière. Tu vois, on se nourrit. C'est un écosystème positif. Oui. On aime bien aussi l'analogie du pommier. Ah, ça, je la connais pas. Vas-y. En fait, le pommier, il se nourrit, il grandit, il a des sèves, il a des feuilles. Donc, tu vois, c'est nos idées, c'est toute la dynamique d'innovation qui va exister dans ton organisation. On va nous amener de l'eau pour que certaines des pommes puissent ou certains des pommiers puissent grandir plus vite. Donc parfois on a des petits coups d'accélération où on a des petits pots de budget où on va mettre un peu le pied à l'étrier de certains. Et puis ce pommier il se développe, il donne des pommes et donc les pommes sont récoltées et elles vont être vendues avec leur meilleur prix sur le marché. Et certaines de ces pommes, elles ne sont pas récoltées et en fait elles vont pourrir. C'est quelque part aussi les échecs et toute cette dynamique d'apprentissage. Et en fait, finalement, les pommes, quand on les laisse pourrir, qu'est-ce qui se passe? Elles tombent dans le sol et elles font des graines. Et en fait, elles vont renaître. Et donc, c'est quelque part vraiment pour moi, cette métaphore représente beaucoup la dynamique d'innovation puisque tu vas avoir des succès très forts et en même temps, c'est toute la nature de l'innovation. Il y a des choses qui ne marchent pas et elles plantent des graines pour plus tard. Donc, quelque part, c'est vraiment la capacité d'apprendre, la capacité de développer ce savoir. Et donc, un petit peu comme les agriculteurs, on essaye de cultiver cette dynamique. Donc, voilà, mais de façon plus pragmatique. Tu vois, dans l'accompagnement des nouveaux business, on fixe un cadre, on définit les cibles, on s'assure que les responsables des patrons du digital worldwide soient assez clairs direction, de repositionner le point de vue client et d'accélérer les synergies qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, un vrai rôle d'animation de communauté, de réseau au quotidien. Parfait. Merci beaucoup. C'était une super grosse intro. Merci d'avoir pris le temps de nous décrire ça. Alors, comme tu le disais, c'est un sujet extrêmement vaste. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait discuter aujourd'hui, mais j'essaye de me tenir à ma demi-heure d'épisode. Donc, le focus que j'aimerais qu'on ait avec toi aujourd'hui, c'est SG Ventures et comprendre finalement ce qui a poussé le groupe SocGen à monter SG Ventures. Et on fera après un zoom, je pense, si on a le temps, sur Trésor, Shine et Rizokar. Donc finalement, j'avais en tête Fiduceo et l'acquisition de Fiduceo. On part de Fiduceo et tu nous expliques un petit peu la genèse et le développement de SG Ventures. Bien sûr, l'acquisition de Fiduceo, effectivement, c'est dès 2015. Donc, on est parmi une des premières banques françaises à réaliser une opération à 100% dans laquelle on prend du capital. Cette opération qui s'est faite avec les équipes Boursorama. Et aujourd'hui, les équipes Fiduceo sont encore présentes au sein de Boursorama. Et Fiduceo, qui est une plateforme d'agrégation, est déployée au sein de l'ensemble de nos banques de détail en France. À partir de là, il va y avoir une accélération graduelle qui va amener à la création de SG Ventures début 2019, fin 2018, au moment de l'acquisition de Trésor. Et depuis, aussi bien dans les acquisitions que dans les tickets Minot, une accélération assez forte, puisque depuis, on a fait Trésor, Shine, Rizokar, en fin d'année dernière. Plusieurs investissements minoritaires, puisqu'on a investi aussi bien dans ICA, WeMatch, avec des modèles d'investissement assez innovants, puisque certains sont en win-win deal. Donc, c'est un engagement sur la génération de PNB qui va aussi générer les tranches sur lesquelles nous, on est investis. Et puis, quelque part, tu vas retrouver dans SG Ventures des consortia tels que Comgo ou Vact, donc une expertise qu'on a créée autour de consortia, donc d'investissements qu'on fait avec d'autres banques pour répondre aux nouveaux entrants. Et puis, des investissements dans des fonds de fonds et qui sont également présents. Il y a un moment fort dans la création d'SG Ventures qui est aussi notre programme d'intrapreneuriat qu'on a lancé fin 2017, en 2018. Ouais. Et en fait, quelque part, moi, je le dis souvent, il y a un moment, il y a l'idée et il y a l'exécution. Et tu sais, pour moi, l'innovation, it's all about execution. Donc, le programme d'entrepreneuriat, il a été à très, très grande échelle, parce qu'il a accéléré vraiment en moins de 6 mois 60 startups dans le groupe, pilotées par des membres du CODIR. Oui. Donc, moi, quand je parle de ça, tu vois, toute la journée, je bosse avec des incubateurs et les gens, ils me disent waouh. Voilà, waouh. Vous avez fait ça dans SocGen, en fait. Donc, évidemment, on a travaillé avec tout un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs mondiaux. Mais il y a un moment, moi, rapidement, j'ai
dit, en fait, il va falloir que ces startups, elles atterrissent. Aujourd'hui, on en a capitalisé 7 qui sont devenues des entités en propre. Vous connaissez peut-être sur le marché. Oui. Tu peux citer lesquels? Il y a Forge. Oui. Ah oui. Travaille sur les assets digitaux et qui est donc qui a fait la première transaction mondiale de conversion d'un covered bond en euro digital devant l'Asie et les États-Unis. Donc voilà, un joyeux national et européen. J'espère Jean-Marc Stenger viendra te parler un jour du développement et de son histoire personnelle qui est également fantastique. Comment il a tout plaqué de son job d'asset manager pour monter cette start-up. On a Prismea, la néobanque pour les PME, qui est construite sur Trésor. On a la Ville et Plus, qui s'intéresse à l'environnement et comment dessiner des villes qui proposent des solutions ancrées dans le CSR. On en a créé 7. Et donc ça a été aussi un vrai coup de boost d'accélération au moment de la création des Ventures. Tu me disais que vous aviez déployé 150 millions d'euros, c'est correct ? Oui, on a déployé donc, dans les 3 dernières années 150 millions d'investissements. Aujourd'hui, SG Ventures, c'est 27 différentes lignes dans le portefeuille. D'accord. Alors, tu me parlais, quand on avait préparé cette discussion, de stratégie frugale. Tu pourrais nous... Non, mais je l'ai noté, hein, stratégie frugale. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point ? Ça m'avait intéressé et je pense que ça intéressera nos auditeurs. Oui, je pense que par nature, l'innovation, elle doit être frugale. Je pense que sinon, pour moi, elle n'est pas opérationnelle. Elle est pas. Enfin voilà, créer des conditions de frugalité permet plus quelque part d'innovation, permet plus d'ingéniosité. Et d'ailleurs, de toute façon, tous les principes agiles, c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est que quelque part, tu pilotes vraiment au résultat. Oui. Et tu donnes plus d'autonomie, tu responsabilises plus les équipes en disant moi je veux ce résultat-là sur cette taille de budget et c'est quelque part un shift aussi de ce qu'on pouvait voir où on disait traditionnellement tu as des organisations très hiérarchiques dans lesquelles on dit voilà ce qui est important c'est le nombre de personnes que tu pilotes, c'est le nombre de budgets que tu manages. Aujourd'hui il y a une inversion où aujourd'hui c'est plutôt ta capacité d'exécution rapide, ta capacité d'être en partenariat ouvert et ta capacité d'aller chercher des marchés parfois en distribution à travers des partenariats avec d'autres. Et donc, c'est vraiment ça qu'on recherche et qu'on impulse au sein de la direction de l'innovation. Tu parles justement des partenariats. Ça m'intéresserait que tu creuses un petit peu. J'avais en tête les 60 partenariats B2B. Tu vois, j'ai pris des notes sur tout ce que tu m'as raconté la dernière fois. De quel type de partenariat on parle ? Alors là, tu parles au niveau du monde. On travaille en fait au quotidien avec énormément de fintech, d'assurtech et de startup mobility as a service. Donc par exemple, dans notre filiale ALD, qui est quand même la numéro 1 européenne sur tout ce qui est car leasing, on travaille avec une startup qui s'appelle Vinly, qui en fait gère tout l'écosystème de mobility as a service pour nos clients. D'accord. Et qui a permis à ALD de gagner une avance significative sur sa feuille de route digitale. ALD, c'est le leasing, hein ? Tout à fait. D'accord. Ouais, c'est le leasing en B2B principalement. Et donc ça a permis d'accélérer vraiment la prise en main sur la feuille de route digitale d'ALD et qu'on puisse tester et se forger des convictions. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a plein à travers le monde qui peuvent aller aussi bien sur des solutions de gestion d'emails automatisés dans nos banques de détail, dans nos back-office, jusqu'à des partenariats en front. Alors, c'est vrai que quand ils sont très visibles, tu vas plutôt voir nos acquisitions type Shine, puisque là, évidemment, on rentre dans des logiques plus stratégiques. Alors, merci de me faire ma super transition vers la deuxième partie de cette discussion. J'aimerais juste savoir ce qui motive SocGen à faire des acquisitions. Et puis après, on parlera de Trésor et Shine, si tu veux bien. Qu'est-ce qui a motivé SocGen à investir dans Trésor, par exemple ? Il faut peut-être revenir. Je vais répondre à ton histoire sur Trésor et puis je vais revenir sur pourquoi SocGen est peut-être différent d'un VC parfois. Oui. L'histoire de Trésor, c'est simple. Trésor, ils avaient pitché dans des appels d'offres, ils ont rencontré avec les équipes et en fait, ils se sont retrouvés aux confins de plein de conversations dans le groupe. Et donc, beaucoup de métiers sont revenus vers nous, vers la stratégie, en disant là, il y a quand même quelque chose qui se passe. En plus, c'est une super équipe. Il y a des dirigeants, donc il y avait un vrai aspect synergétique avec nos lignes métiers qui allaient plus loin qu'une simple relation vendeur traditionnelle. Il y avait la possibilité de co-construire un nouveau monde
ensemble, qu'on voyait se dessiner, un monde qui se confirme encore plus dans la crise Covid avec toute la dynamique e-commerce qui est en train de se lancer, la digitalisation des paiements, qui a complètement validé ce choix stratégique du banque caisse de service et de l'infrastructure de l'infrastructure Play et du data Play qui est sous-jacent à Trésor. Naturellement, à un moment, ça s'est fait. Je pense que ce qui a plu à Trésor, Eric en parle souvent. Ce matin, j'étais encore chez Trésor, je te le mentionnais, mais c'est l'accessibilité de nos dirigeants, la validation qu'il a pu avoir en direct de l'importance de ce sujet pour lui, parce que quelque part, c'était vraiment un projet de co-construction et pas que une stratégie d'exit et personnelle. Enfin, tu vois, c'était vraiment cette co-construction qui recherche. Voilà, et je pense qu'au bout de 2 ans, on a quand même des super projets où on a créé Prismea, on a créé Banksup, et on sait que c'est que le début. Pour nous, on a créé aussi une équipe PME dans nos équipes de chefs de file correspondent banking qui va justement permettre de servir ses clients. Et quelque part, nous, la façon dont on le voit, c'est un client, il rentre chez Trésor et il va grandir et il va aller dans tout l'écosystème des services Société Générale. Et en même temps, Trésor nous permet d'exposer tous les services financiers Société Générale du type crédit, du type paiement fractionné qu'on peut avoir chez Franc Finance ou dans d'autres pays, puisque maintenant Trésor est sur 8 pays à l'international. On va pouvoir distribuer à travers cet acteur. Et peut-être juste pour la différence avec un VC, évidemment, quand on va investir, on va avoir les mêmes critères que les VC. Mais ce qu'on va principalement regarder, c'est quand même la synergie qu'on peut créer et le fit avec les dirigeants, parce que je pense que tu as des startups qui s'intégreront jamais dans des grands groupes. Donc, il faut quand même avoir vraiment un projet commun. Enfin, il faut avoir une capacité synergétique dans le business plan, mais il faut également avoir un projet, une aspiration commune. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, qu'on a retrouvé dans les dirigeants de Shine, dans les dirigeants de Rizocard, qui est quelque part clé. Et je me rends compte tous les jours à quel point on fait l'intégration. Pour te donner une idée, le deal flow d'SG Venture, il vient à peu près à 50% de nos métiers internes et à 50% de notre écosystème, de nos nombreux partenariats qu'on peut avoir en France, France FinTech, le Swave, dans le monde, à travers l'écosystème de Trésor. Mais vraiment dans le monde, on regarde worldwide tout ce qui se passe. On reçoit à peu près, on va dire qu'on qualifie à peu près 50 dossiers par mois et on en étudie 7 à 8 dans le détail. Et évidemment, on a une dynamique d'accélération comme je te l'ai mentionné. Top. Alors, qu'est-ce que ce serait pour toi les facteurs clés de succès d'une intégration ? Donc, tu as cité Trésor. On peut prendre par exemple Trésor. Parce qu'à partir du moment où la société est rachetée par le groupe, comment ça se passe concrètement ? Et qu'est-ce qui fait que cette collaboration et cette acquisition va être fructueuse ? Tu poses la question clé parce qu'en fait, nous, notre équipe, d'ailleurs, on travaille ensemble avec les métiers, les équipes de la stratégie au moment de la transaction en soi. Donc, la transaction, pour nous, c'est quelque chose qui est assez lié au M&A, dans lesquels on s'appuie sur les équipes de strat et on a une très bonne collaboration avec les métiers. Mais nous, dans la direction de l'innovation, ce qui est hyper important pour nous et ce qui nous fait vibrer, c'est l'intégration. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est la continuité stratégique. C'est, in fine, on a fait un deal, mais qu'est-ce qu'on dira dans 5 ans ? Et comment on s'assure qu'on le suit et que c'est vrai ? Et ça, c'est super dur. C'est clair. Évidemment, la transac, c'est dur, mais tu vois, l'intégration, c'est super dur. Ouais. Il faut à la fois, en général, une start-up qui vient. Alors, j'en parlais un peu chez Trésor ce matin parce qu'il y avait cette question de notre responsable du juridique, Clovis, qui a dit mais comment on fait pour que les acquisitions arrivent et de petites start-up et qu'elles ne se fassent pas manger dans le grand groupe. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est un peu gros, tu vois, ils posaient la question parce qu'aujourd'hui, ils sont 130, ils sont plus vraiment une start-up, tu vois. Non, mais bon, ça reste quand même une PME. Là, c'est une PME, ouais. Ils viennent de déménager, on était dans leurs nouveaux locaux, tu vois, c'est un business qui fleurit et qui se développe. Mais du coup, il posait cette question plus pour les nouveaux entrants, et c'est vrai que lui, il est arrivé maintenant, mais j'aurais pu lui dire, faisons-nous la question de comment cette journée s'est passée et comment t'es arrivé. Mais à la fois, tu vois, il faut, je pense, vraiment avoir d'ailleurs, le rôle de la direction de l'innovation, tu vois, c'est on crée des conditions de succès qu'on définit avec nos dirigeants, avec nos métiers, où évidemment, on va aller créer des passerelles un petit peu spécifiques avec la finance, avec la direction de la compliance, avec les directions des risques, où on va voir, OK, comment on gère un objet qui est un petit peu différent d'un business traditionnel au sein de Société Générale,
Pour autant, les startups, ce qu'elles recherchent, c'est quand même de grossir et de grandir. Donc, il va falloir passer par ces phases d'acquérir, et Trésor l'a fait, d'acquérir toute une ossature de compliance, toute une ossature de gestion des risques qui est au niveau d'un standard de Société Générale et pas au niveau d'une startup. Ouais. En fait, c'est comment tu vas gérer ces phases de transition qui forcément ont aussi de l'impact sur ton business development. Bien sûr. Ont de l'impact sur la capacité d'un dirigeant d'aller sur le marché, de chasser des nouveaux clients, de regarder des nouveaux clients, etc. Et donc, c'est beaucoup d'efforts au quotidien, aussi bien de la part de la start-up que de la part des équipes d'Inno, mais franchement, je te dirais, dans notre cas, les métiers étaient quand même super supportifs depuis le début. Oui. Ils sont mobilisés pour aider. Alors, c'est ça toute la dynamique qui doit se mettre en place. Oui. Merci beaucoup. Alors, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de Shine et Rizocar et nous expliquer les motivations de ces deux acquisitions, parce qu'elles sont assez récentes, elles datent de 2020, et nous expliquer un petit peu où vous en êtes? Bien sûr. Alors, je vais juste te dire quelques chiffres clés quand même sur Trésor, parce que sinon, Eric va m'appeler. Alors, on y va. Mais Trésor, c'est quand même 70 clients aujourd'hui. Je t'ai dit 130 personnes. Ils continuent à recruter. Donc, si vous écoutez le podcast et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter notre nouvelle DRH, Pascal, qui a d'ailleurs fait la transition de Société Générale vers Trésor. C'est aujourd'hui 1 million de cartes qui sont émises et c'est à peu près 10 milliards de gestion de flux. Donc, tu vois, quand on disait la PME, oui, ça commence à avoir une taille assez importante. Et peut-être la dernière chose, c'est aujourd'hui dans l'équipe dirigeante de Trésor, justement, tu as plusieurs personnes qui ont fait le transfert de Société Générale vers Trésor. Et c'est des adaptations qui se sont bien passées. Et encore une fois, parce que je pense que le pool de dirigeants qu'on a dans Sogé, innovation, c'est une de nos 4 valeurs. Et quelque part, la transition et l'atterrissage se sont bien passés. Mais du coup, ça permet aussi de consolider cette synergie. Du coup, si on regarde Rizocar, Rizocar, c'est une marketplace qui vend des véhicules d'occasion et qui, quelque part, va donner le parcours clé en main sur le digital à 100%, de la recherche de ta voiture à la livraison de ta voiture, avec tout le package des services qui va autour. Donc, c'est vraiment un produit qui est pensé nouvelle génération, qui a été très résilient dans le Covid, parce que du coup, ils ont pu bosser à 100% en ligne. Et Rizocar, ils ont réussi à avoir une vraie capacité, dès le démarrage, de développer une stratégie de digital marketing assez puissante qui les a positionnés comme un des premiers sites visités sur ce segment, puisqu'ils ont aujourd'hui 2 millions de visiteurs uniques qui passent sur la plateforme. C'est une vraie force, c'était un vrai gage, puisqu'ils ont vraiment un engagement client, des clients qui viennent, des clients qui transactent et qui achètent. Oui. Et pourquoi donc Trizocar, en fait, c'est intéressant parce qu'on avait déjà fait une prise de participation, je pense en 2017, si je ne me trompe pas, où on était minoritaire. Mais c'est déjà quelque chose qui avait été repéré par notre entité, notre filiale CGI, qui fait le métier du car leasing B2C en France, et qui les avait spotés, repérés. Et Rizocar, c'est une startup qui n'a pas arrêté de se développer et de grandir. Et à un moment, pour développer encore plus la plateforme, ils avaient différents besoins, dont celui justement d'un produit financier de car leasing que eux opéraient pas en propre. Et donc là, il y a eu plus de conversations évidemment avec CGI sur la synergie du business model et l'envie de faire des choses ensemble. Il y a eu aussi le potentiel de distribution et de dire voilà comment on va encore au-delà de ces 2 millions de clients. Et donc là, quelque part de taper sur les 10 millions de clients de la future banque en France, mais également la forte croissance de Boursorama. Donc, il y avait des potentiels de synergie qui étaient là, et puis des synergies naturelles dans l'assurance. Parfait. Et Shine, un petit mot sur Shine. Shine, déjà Shine, ils sont canons, comme tous, Laurent aussi et Eric aussi. Non, mais c'est une super équipe, super mindset. Pour nous, c'était quelque part un segment professionnel qui se développait sur le digital. C'était quelque chose sur lequel on n'avait pas développé encore complètement les compétences et les parcours clients. Et d'ailleurs, si on regarde, Crédit Agricole vient de lancer Blanc, Orange Bank qui a fait l'acquisition d'Anytime, on voit que c'est pas toujours simple d'acquérir ses talents, ses compétences autour de l'UX, du design, du parcours, qui quelque part est pas câblé sur juste un produit financier ou une distribution de produits financiers pour les pros ETI, mais qui est beaucoup plus dans comment, avec Shine, tu vas jusqu'à même créer ta compagnie, ton infrastructure, et quelque part avoir tous les services de gestion de comptabilité, de partenariat qu'ils vont avoir pour
gérer ta vie de dirigeant d'entreprise au quotidien. Et donc, c'est cette promesse qui a été assez naturelle. Et je pense que pour Shine, c'était vraiment aussi la capacité de grandir, encore une fois, de s'appuyer sur un réseau de distribution important, une rencontre avec les dirigeants, et puis la possibilité de distribuer d'autres produits financiers en ayant des marges intéressantes, puisque là, ils sont intégrés au sein du groupe Société Générale. Parfait, merci beaucoup. Alors Claire, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette discussion. Est-ce que je peux te demander de brièvement nous faire le point sur la feuille de route de SocGen pour les 5 prochaines années? En matière d'innovation. Non, en matière d'innovation, alors, on va quand même restreindre. Métier par métier sur nos 7000 filiales. Non, on reste dans le scope. Écoute, la feuille de route de Société Générale, elle est définie par notre North Star qu'on a revu en février dernier. C'est de co-construire avec nos clients un monde meilleur et durable en fournissant des solutions responsables et innovantes. Et pour moi, la feuille de route de l'innovation, à niveau super macro, c'est maintenant de se mettre à la disposition de ce sens, de cette responsabilité qui va être de plus en plus prégnante et qui, je pense, au sein du Covid, nous a tous marqués. On est tous revenus à nos basiques de métier de banquier, mais aussi à nos basiques de la vie au quotidien, de pourquoi je bosse, pourquoi je viens le matin. Et je pense que chez nous, on avait déjà bien enclenché ce pivot de dire l'innovation n'est pas une fin en soi, mais elle est au service du client comme le digital. On parle beaucoup des transformations digitales. Tu parlais beaucoup de ce mot transformation. Ouais. Mais au final, de quoi on parle ? Ça veut dire quoi pour nos clients au quotidien ? Et c'est vraiment d'orienter toujours l'ensemble de nos investissements, l'ensemble de nos activités sur la construction de ce monde. Et c'est quand même, on le disait, un environnement bancaire qui aujourd'hui est à la croisée des vents contraires. Et donc, voilà, qui a besoin aussi de résilience, d'inspiration. Donc, on fera notre rôle d'aiguillon, on fera notre rôle où, on essaiera d'inspirer nos équipes au quotidien au sein de Société Générale, qui sont d'excellente qualité, mais également de jouer notre rôle de rayonnement dans l'écosystème. Et puis en France, il y a une super importante milestone, puisqu'on a, pour la première fois cette année, on va faire notre French FinTech Week, dont on est super fiers et dont on est évidemment partenaire. Et on est hyper fiers aussi que l'EF, dont on est le partenaire principal, va devenir le plus gros incubateur FinTech européen. La French FinTech Week, c'est en octobre, c'est ça ? C'est en octobre prochain, ouais. Ok, parfait, merci beaucoup. Avant qu'on se dise au revoir, Claire, quel livre tu nous recommanderais ? Une bonne lecture. Alors moi, j'en ai plein, mais il y a des incontournables. Less No More de Andrew McAfee, je pense que c'est un bouquin super. Et dans ce qu'on fait, le bouquin sur les plateformes de Marshall Van Alstyne, je veux te dire, j'ai choisi ces deux-là parce qu'ils ont travaillé ensemble au MIT dans le département de recherche. Donc voilà, mais avec plaisir pour filer une biblio complète, peut-être dans mes actions avant cet été. Merci beaucoup Claire, c'était passionnant. À bientôt. Merci Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.